Je sais pas pour vous autres, mais c'est sûr qu'aux 2 mois, le bill d'électricité, ça fait toujours un peu sauter. Fait que l'équipe de Carsport est très fière de vous présenter cette offre de TELUS parce qu'avec énergie intelligente de TELUS, économisez jusqu'à 15 avec l'offre clé en main de thermostat, installation et 2 ans d'abonnement gratuit. C'est une valeur de 1 700 $. Donc, vous allez au telus.com/Énergie Québec pour tous les détails. Cette offre est limitée aux résidents propriétaires de l'île de Montréal, Laval, Québec, Lévis et Rimouski. Merci TELUS. Tréma est fier de s'associer à la présentation de ce podcast. Wouh! C'était vraiment ta meilleure idée, ça, Phil? Oui, monsieur! Et le stade olympique a carrément explosé. Ce stade a explosé. Au fond des filets. Dans l'eau de la boîte à pain. Lundi 24 novembre. Hey, avant de commencer, je déplore, c'est aujourd'hui la mort de Jimmy Cliff. Sais-tu c'est qui, Jimmy Cliff? Je voulais pas t'exposer, au contraire. C'est parce que j'écoutais ça avant de venir au studio. C'est celui qui a chanté « I can see clearly now, the rain is gone ». Je m'excuse à tous ceux qui écoutent, ça commence... non, mais ça m'a mis une bonne humeur. Tu sais, c'est le genre de Attends tune... une minute. OK. Ça donne le goût de boire. Mais... Oh, la Carlsberg, probablement celle qui... elle nous accompagne dans tous les moments de la vie, hein, que ce soit les deuils ou les victoires. Bref, je le connaissais pas, fait que j'ai pas tant vécu le deuil, mais j'ai vécu le bonheur de revisiter, entre autres, Jimmy Cliff. Il a fait une très belle version, tu vas aimer ça aussi, de Wild World. Je t'invite à l'écouter après, de Cat Stevens. Puis je te dis ça parce que la punk soccer, c'est que si Bob Marley est le Messi du reggae, Jimmy Cliff, c'est peut-être le Cristiano Ronaldo du reggae. OK. Tableau. C'est lui, le cliff diving aussi? Je pense. Okay. Pas ça, c'est lui qui a inventé. Qui inventait ça. Probablement. Il amène tout le monde au Portugal là, Probablement. chaque année. Là, c'était son trip de famille. Vous écoutez Plein Axe avec Frédéric Lard, commentateur des matchs du CF Montréal sur Apple TV et... Olivier Brett qui fait exactement la même chose pour le compte de RDS. Ta fin de semaine de célébration, ça s'est passé comment? Très, très bien. Très bien. Très beau week-end de célébration. Je suis allé au Soccer Roof aussi. On a le droit... C'est pas une plug, hein? C'est Soccer Roof ou Soccer Roof? Ah, c'est une bonne question. Parce que c'est français? Ouais. Ouais, mais beaucoup... écoute, Soccer Roof ont 7, je pense, destinations aux États-Unis. Ou du moins 7 Il y en a sur Wall Street. Là. Ils vont en avoir dans le Midwest, en plus, à Cincinnati, notamment. T'imagines? Tu vas pouvoir aller là, commander 1 heure au Soccer Roof puis pas te faire comprendre. Fait que ça a bien été. Les Griffons d'Or ont battu les Serres d'Aigle ont battu les Griffons d'Or. Ça vous donne une idée de... c'était des Uquois qui jouaient environ. Puis attention. Le fait... Bonne fête à Tiga. Tu peux-tu croire que nous, on fêtait l'anniversaire de Nora aussi en fin de semaine? Puis t'es assez bon dans les fêtes pour savoir qu'on est un peu... Moi, j'oublie jamais sa fête parce que c'est assez simple aussi. C'est le Noël du campeur. En fait, c'est ça, exactement. C'est le Noël du campeur. Mais ça s'est passé en fin de semaine. C'est correct, ça. Avec les enfants rois des années 2025, c'est important de célébrer leur demi-fête. C'est ça? Non. C'est ça qu'ils exigent. Non, c'est pas une demi-fête, là. C'était son anniversaire, là, son party de fête qui n'a pas eu lieu en juillet. Parce que le calendrier était ultra chargé de part et d'autre, et surtout parce qu'elle voulait faire un sleepover. T'sais, c'était ça le gros truc. Fait que là, fallait... T'as reçu du monde à coucher? Il y avait 3 plus Nora. Ça s'est super bien passé. Okay. Couché un brin trop tard. Minuit? Toute honnêteté. Non, avant. Ils ont 8 ans. Là. Est-ce que tu penses que les parents écoutent notre balado? Les parents des enfants qui étaient là? Oui. Je suis convaincu que non. OK. C'est une bonne affaire. Non, mais j'ai rien à cacher. J'ai une autre dans mes nouvelles, là aussi, tu sais, c'est le début de la saison locale de la Victoire de Montréal, puis je vais être à la description aussi, c'est ma plug personnelle aussi. Je suis le Pierre Houd du hockey féminin. Non? Ouais. Ben, je travaille sur mon branding. C'est toi qui le dis. Là. Je travaille sur mon branding. Je t'ai déjà dit que Pierre Houd était dans mon quartier à l'époque, hein. J'étais en maudit parce que je suis même pas le meilleur descripteur dans mon quartier aussi. Mais j'ai souvent voulu j'ai dit, dans quelle catégorie je pourrais battre Pierre Houd? Puis j'ai statué que peut-être pas sur les longues distances. Je voulais le défier de façon athlétique, parce que je suis beaucoup plus jeune que lui.
je me disais, peut-être que je peux le défier sur une longue distance. Je pense que c'est un gars qui a couru dans sa vie, fait que je voulais pas risquer ça. Tu veux faire une course contre... Ouais, mais j'ai statué que le 200 mètres... C'est un épisode de Seinfeld, c'est 200 mètres, Pierre-Route. Sur 200 mètres, je clenche Pierre-Route. Dans un plat, là. Ah ben ça, c'est parce qu'il va décrire ton premier 100 mètres. Probablement. Puis après ça, il va starter. Exactement. Il va être en retard. Je vais être en retard. Je prends au moins 3-4 secondes, je pense, sur 200 mètres. Mais tu dis ça comme si t'en étais fier. Ben, écoute, mon gars, je pense qu'il n'y a pas les genoux pour courir aussi vite que moi sur 200 mètres à ce moment-ci, là, en 2025. Fait que je suis pas le meilleur descripteur, mais sur 200 mètres, je suis le meilleur descripteur de mon quartier. LPHF. Oui. C'est 2 ligues, mon gars. Je veux juste soumettre ça à l'Assemblée, puis à toi particulièrement, parce que c'est un feeling que j'ai. C'est 2 ligues qui doivent gérer de la croissance. MLS et LPHF, moi, je suis pris là-dedans. Puis ça peut être excitant, tu sais. Puis les deux ont une façon de le gérer intéressante, ou des structures pour la gérer intéressante. C'est un propriétaire unique en LPHF. Puis le single entity, on n'en a pas nécessairement beaucoup parlé, mais pour le changement de calendrier, il y a du consensus qu'il y a eu. Les propriétaires travaillent ensemble. Puis ça a été une très grande force de la MLS. Puis l'ensemble des autres ligues en sont un peu jaloux. Même les vieilles ligues européennes en sont très jaloux de ce format-là. Est-ce qu'il y aurait un intérêt? Parce que j'ai eu une discussion il y a 10 jours, peut-être 2 semaines, avec mes collègues au 5 à 7 RDS. Puis je donnais un exemple du fait que... Je sais pas pourquoi c'est venu sur la table, là, mais j'ai dit, c'est pas Joey Saputo qui signe le chèque de Samuel Piette, c'est la MLS. Puis ils ont failli tomber en bas de leur chaise, les deux. Tu sais, on a arrêté la conversation qu'on avait. Ils ont dit, attends. Là. Quoi? Puis ils m'ont demandé de revenir. Tu sais, puis j'ai validé. Là. Je me suis dit, coudonc, y a-t-il quelque chose qui a changé depuis... Puis là, c'est plus complexe. Là. De ce que je comprends, c'est Sum Marketing, qui est l'entité de marketing qui appartient à la MLS, qui est en charge. Mais bref, c'est la MLS qui s'en charge. Y aurait-tu un intérêt, à ce stade-ci, à réexpliquer ou à mieux expliquer ça, ou on s'en balance? Parce qu'il y a... C'est une bonne question. Il y a un truc... Puis non, mais je pense que c'est toujours intéressant de l'avoir en tête aussi. Oui, mais y a-tu une plus-value à expliquer à quel point c'est un avantage de fonctionner comme ça? Tu sais, moi, j'ai trouvé en discutant avec des gens, parce que j'ai posé la question un peu, puis je sais pas pourquoi je t'en ai pas parlé. Puis je me suis dit, y a-tu une grosse plus-value? Puis il y a quelqu'un qui m'a ramené à dans le temps, mais c'est encore d'actualité. Tu sais, se faire payer au soccer, là, c'est un peu pris pour acquis en Amérique du Nord. Non, mais c'est vrai. Moi, je parlais à Nick Mavromaras, l'agent de Kyle Larin, qui disait, quand il est en Turquie, là, des attaquants qui se font pas payer pendant 1, 2, 3 mois parce qu'ils marquent pas, là, c'est monnaie courante. Là, c'est un levier, je te paye pas. On s'entend qu'ils n'ont pas besoin de ça pour finir la fin du mois en Turquie, là, si tu joues à Beşiktaş, Galatasaray ou peu importe. Mais je pense qu'on sous-estime comment un gars qui arrive de certains pays en Europe, d'Amérique du Sud, il y a des places où c'est t'auras ton chèque quand t'auras ton chèque, puis t'auras ton chèque si ça va bien. Mais des propriétaires qui, par exemple, on va prendre ici, là, qui perd une dizaine ou des dizaines de millions par année, ça se peut qu'ils disent, ben vous attendrez pour votre 3e chèque de la saison. Ça arrive pas en MLS. Non, mais ça arrivait à USL quand l'Impact était en 2e division. Oui, mais c'était pas une entité unique. Non, exactement. C'est ça la différence de bref. Mais je pense qu'il y a des normes du travail qui sont un peu meilleures aussi. Un peu. Maintenant, tu veux dire? Ben, en Amérique du Nord. Non, mais Ilsinho, te rappelles-tu Ilsinho qui avait quitté l'Ukraine, là, à ce moment-ci, on comprend un peu plus, mais avant la guerre, avant que l'invasion russe, il était venu ici parce qu'il était venu à Philadelphie parce qu'il se sentait plus en sécurité à Philadelphie. Non. Mais bref, on réfléchira à ça parce que dans la foulée, ce qui m'a fait réfléchir à ça, c'était déjà la réaction de mes collègues de Yannick puis Fred à RDS, mais qu'ils soient à ce point-là surpris pour quelque chose qui, pour moi, est connu. Là. C'est une des particularités de la MLS. Je me suis dit, il y aurait peut-être à quelque part là, des cas de figure à mettre de l'avant qui rendraient ça intéressant. Je vais juste finir là-dessus. Là. Gestion de croissance, c'est-à-dire qu'il faut que tu amènes d'autres équipes, mais il faut que tu gères le talent aussi. Sur le terrain? Oui, sur le terrain. C'est un des problèmes de la PWHL, la LPHF. Là. Il y a 8 équipes. Ils veulent en ajouter 5, 6 même dans les prochaines années. Ça te prend un bassin. Ça prend un bassin. Même chose pour le soccer. En même temps, le soccer, le bassin est vraiment beaucoup plus large. Puis justement, quand tu investis, tu t'assures de remonter dans le panier du bassin. Le bassin est plus large, mais tu as une masse salariale à respecter. Faut que tu développes une appartenance à ta ligue, mais aussi à tes équipes. Puis il y a deux choses. Ils font bien au niveau local. Puis je pense que c'est le même défi pour le LPHF. Puis on revient
ce qu'on a dit la semaine dernière par rapport au deal de Apple. La MLS, ça va bien au niveau local. Regarde le CF Montréal, comment il y a des tonnes de journalistes. Regarde comment à Seattle, Talk of the Town. Cincinnati, en ce moment, c'était Talk of the Town aussi. Un peu partout dans la Ligue, ça fonctionne. Ce qui ne fonctionnait pas, c'est qu'au niveau national. Puis ça, passer au niveau national, il n'y en a pas beaucoup qui le font, être dans la discussion avec des journalistes qui couvrent l'ensemble de la Ligue, la NBA, la NFL, il y en a, la NHL, se bat, le baseball majeur se bat, a comme perdu sa vitalité nationale, si je peux m'exprimer ainsi. C'est pour ça que donc ils ont choisi Apple TV. Et je disais aussi comment les figures sont importantes. Moi, je pensais aux séries de la NHL, de la MLS, on va en parler. Ouais. Ça me tentait pas tant que ça de regarder Philadelphie, New York, mais ça me tentait de regarder Messi. Ça me tentait de regarder Vancouver, LAFC+. Puis moi, en fait, je prends ma place bon, j'y travaille, puis tout m'intéresse aussi, là. Mais je me dis, si tu veux avoir une conversation nationale, il faut quelque chose de sexy, du name recognition aussi. Pas seulement des joueurs, mais des brands aussi. Écoute, Marie-Philippe Poulain, c'est important pour ça, pour la LPHF. Ouais. Tu as le goût de regarder Messi. Puis, je vais finir là-dessus, vite, parce que je fais ça vite, mais il y a des publics différents. Ça, c'est ça que je remarque. De la Ligue nationale de hockey oui, ou de la NFL. La majorité des gens, puis je te dirais que la majorité qui sont servis par les médias mainstream, notamment. Parce que c'est très... Naturellement, c'est pas une critique, là, mais il y a des publics non exploités ou différents. Moi, je le vois à LPHF, je le vois au CF Montréal, dans une certaine mesure. On peut faire les deux aussi, on en a parlé. Puis, la dernière affaire, tu vas aimer, parce que j'ai pensé à toi... Au niveau de l'arbitrage, c'est un problème à LPHF. J'ai regardé quelques matchs en fin de semaine. Pourquoi t'as pensé à moi? Ben parce que t'as une relation amoureuse avec les arbitres. C'est faux. J'avais une relation haine avec les arbitres. Oui, t'es réformé maintenant? Pas mal. Ta haine pour les arbitres est partie? Il en reste un peu. Il en restera toujours un peu. Non. C'est comme quelqu'un qui a fumé dans ton appartement, tu sais. As-tu déjà loué des appartements puis les murs étaient jaunes aussi, là? Non. Mais l'analogie colle. T'as pas ça, un peu de nicotine, de détestation d'arbitre? Quand on a acheté en 2014, ça sentait la boucane. Mon gars, c'était dégueulasse. Ouais, t'as-tu encore ça au fond de toi pour les arbitres? Non. Nicotine? Non. Ça fait partie écoute, ma croissance personnelle, je pense. D'accepter qu'il peut... En fait, le gros takeaway, c'est, puis tu sais à quel point je suis fan de leçons que tu peux apprendre de ton expérience sportive, puis te rendre compte à quel point tu traînes encore ça 15, 20, 30 ans plus tard, si tu l'as appris ou si tu refuses de. Dans mon cas, avec les arbitres, je refusais de. Solide. Il fallait que quelqu'un ait raison. Je me rendais pas compte que des fois, tu peux avoir raison ou être de bonne humeur, tu peux avoir raison ou rester sur le terrain, parce que souvent, j'avais raison, mais j'étais rendu dans les estrades parce que j'avais été expulsé. Ça m'est arrivé sérieusement trop souvent. Réformé. Puis j'ai plus d'empathie. Je pense que je serais mieux capable maintenant de dire à un arbitre qui n'a pas été bon, puis de me faire écouter. Alors qu'avant, je disais tout le temps aux arbitres qui était pas bon, puis il n'y a jamais personne qui voulait m'écouter parce que j'arrivais comme un... Pourtant, t'avais autant raison. 18 rouge. C'était juste la façon. Ouais, mais quand, à un moment donné, je devenais du bruit de fond, puis j'étais tout le temps en train d'envoyer... Non, c'était pas... c'est pas la chose dont je suis le plus fier dans ma vie. J'ai pensé à toi parce que, justement, LPHF, j'ai vu en fin de semaine l'arbitrage, par moments, je l'ai trouvé laborieux. Puis inversement, dans le match, et ça sera le lien qu'on pourra faire, Cincinnati-Miami, pour être plus juste, Rubiel Vasquez, qui était l'arbitre, il a été top, puis on en a parlé. La MLS, Canada-Venezuela, qui était vraiment tout croche là, à arbitrer. Là. Pas lui son travail, là, mais c'était un match tough à arbitrer. Ouais. Malgré ce que Marco Donadel peut en dire, l'arbitrage, c'était un sujet il y a 12 ans quand Montréal a commencé dans la Ligue. Regarde ton exemple. Puis l'arbitrage s'est amélioré. Marco Donadel, là, je me vois tellement en lui. Là. J'étais ça. T'étais ça. Hey, je pense que je t'ai jamais compté ça. Ce podcast-là va finir par commencer, là, mais j'ai une bonne anecdote. Je t'ai déjà conté l'inquiétude de Sonia, ma femme, quand elle m'a rencontré, puis elle est allée voir sur l'inquiétude Internet. Qu'elle t'a dit ou qu'elle t'a pas dit? Ah non, elle me l'a dit. Mais je sais pas si elle me l'a dit tout de suite. No joke, là. Je coachais encore à l'académie à l'époque. On s'est rencontrés en 2012. Fait que
coachais. Non, j'avais arrêté. Mais bref, l'année d'avant, on était il y a quelqu'un qui filmait, puis tu sais, c'était early days quand même de YouTube. Puis j'étais adjoint, puis Phil n'était pas le plus calme avec les arbitres. Il y a quelqu'un qui filmait le match de l'académie. Ou qui filmait des estrades. Okay. Bref, la seule affaire qu'il a trouvée sur Internet, c'était moi qui se faisais expulser au Stade Saputo. T'as fait un background check, hein? Ouais. As-tu checké ton casier judiciaire? Il est correct? Puis j'avais un petit calepin, puis je garoche mon calepin à terre, là, les gens. Ah oui, je me rappelle de ça. Cette vidéo-là va prendre des views là, dans la prochaine semaine. Je garoche mon calepin à terre, je saute par-dessus la barrière qui est derrière les bancs. Là, on jouait au Stade Saputo, là, même configuration que pour la MLS. Puis je m'en vais m'asseoir dans les estrades, puis là, il y avait la mère, je pense, de Bastien Bourgault, qui était avec la réserve à l'époque, qui criait. Bref, tout ça pour dire que ça a marqué un petit peu le début de ma relation avec ma femme. Donc, Marco Donadel, la raison pour laquelle je me permets de dire « Arrête ça », ça n'a pas de sens, ça mènera nulle part, ça sert à rien, tu mets tes énergies à mauvaise place, puis les arbitres, ils vont jamais finir par être de ton bord. Au contraire, ils vont avoir la mèche de plus en plus courte avec toi. C'est parce que je pourrais porter un T-shirt qui dit « Je suis Marco Donadel ». C'est un peu ça avec Miami, dans la Ligue. Ça chiale tellement, là, que si j'étais arbitre, je pense que les arbitres de la MLS sont là, sont tout le temps dans ta face. Ouais. En même temps, il y a un give and take. À un moment donné, le lobby fonctionne. Oui. Mais au début aussi, quand il y a des vraies fautes, je pense que certains arbitres se retiennent ou croient pas les joueurs de Miami. Les Messi, les Alba, les Busquets, eux, là, ils s'en sacent des 20 premières minutes. Ils savent que c'est des 20 dernières qu'il faut que ça compte. Puis à l'usure, ils vont avoir exactement comme Jovinko, Altidore, Bradley, Osorio là-dedans aussi. Il a appris des meilleurs. Il était capable de faire du lobby, puis je suis désolé, ça marchait. Mais ça, il y avait c'est comme Richie Laryea. Richie Laryea, il fait expulser des gars, là, David Martinez, le dernier, là. Il a-tu pas fait ses devoirs, lui? C'est garanti que s'il joue dans l'Est, il sait que Richie Laryea, il fait ça à tout le monde. Mais t'as des gars qui sont experts là-dedans. Mais nous autres, là, c'était un paquebot sur le bord le CF Montréal. J'ai hâte de voir avec le nouveau groupe d'adjoints l'an prochain si ça va changer un peu. Bref. Hey, ouais. Quoi? Je pense pas que c'était une question d'adjoint. Non, mais tu peux peut-être envoyer quelqu'un d'autre. C'était ça. Il y a peut-être un chummy qui peut dire à Donadel de se calmer. Non, mais ce que je veux dire, c'est que l'Inter Miami, puis Toronto, dans le temps, pourquoi ça fonctionnait? C'est parce que quand c'était pas Bradley, c'était Altidore. Quand c'était pas Altidore, c'était Jovinko. Quand c'était pas Jovinko, c'était Greg Vanney qui embarquait. Puis, tu sais, il y a comme une danse là-dedans où l'arbitre, il se dit, tu sais, je peux pas l'expulser parce que c'est pas lui qui m'a envoyé promener il y a 5 minutes. Oui, mais c'est toute la même entité, là. C'est juste qu'ils savent comment tirer sur ces ficelles-là. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. En même temps, quand tu as Lucas Saputo lui-même qui dit « J'aime mieux ça que quelqu'un qui dit rien sur la ligne de touche », on s'entend que tu as plus le feu vert que le feu rouge de tes boss de péter une coche une fois de temps en temps. Ça t'importe-tu? Est-ce que ton style d'entraîneur inclut... Parce que, prenons Wilfried Nancy, qu'on aime beaucoup. Mm-hmm. C'est pas quelqu'un qui gueule après l'arbitre. Il y a une manière différente. Je veux dire, ils gueulent tous après l'arbitre. C'est un gars qui a des émotions, je te dirais, aussi vives que Marco Donadel, mais sa manière de les exprimer puis de domper ça sur quelqu'un d'autre, je pense qu'il est plus méthodique. Puis il va plus envoyer ses messages. Si Wilfried Nancy pète une coche en conférence de presse après un match, puis là, il démonte un groupe d'officiels, je suis désolé, ça va peser plus, puis c'est même pas à cause des succès de Wilfried Nancy. Ça va peser plus que Marco, parce que Marco, c'est à toutes les semaines qui pète une coche après le 4e officiel. Si une fois aux 10 matchs, tu sautes une note, si Robert Rositoyou, qui a l'air de jamais avoir un mot bien plus haut que l'autre sur la ligne de touche, décide de sauter une note, tu te dis « Hey, vous l'avez vraiment échappé, là, parce que ce gars-là, il est inébranlable, puis vous avez réussi à le faire exploser comme un volcan. » Moi, c'est ça. Choisis un petit peu plus tes moments, puis c'est là que les adjoints peuvent aider. José Mourinho, là, il y en a des gars à côté de lui, là, vas-y, là, parce que moi, il m'écoute pas. Là, tu pètes ta coche, tu te fais expulser, puis tu as envoyé le message à la place du coach. Croyais-tu Miami aussi dominant que ça? Parce que tu as regardé le match? Ouais, c'est ça. 4-0. Miami a gagné contre Cincinnati, passe en demi-finale de l'Est. À Cincinnati? En finale de l'Est. À Cincinnati? Ben oui.
Tu sais, c'est pas une place, là, t'es allé. Moi, j'ai pas visité le TQL Stadium encore, là, mais c'est une place où ça rock, là. Ça peut être... Souvent, on a parlé de public hostile en MLS, puis c'est pas toujours le cas, là. Des fois, tu vas juste jouer sur la route, là. C'est pas obligé d'être un public hostile. Mais là, tu t'en vas à Cincinnati, une super bonne équipe, puis tout a l'air tellement simple. Les buts qui se marquent avec Miami, c'est hors concours. Tu sais, les 3 passes décisives de Messi. As-tu vu le premier but? Parce que c'est juste bien joué, hein, si vous l'avez vu, mais c'est une tête de Lionel Messi. Mais je regardais, puis je me suis pas levé en disant « il va avoir... » Le ballon se retrouve sur sa tête. Ah ouais. Le gars, il est tout seul. Il y avait 2 gars au marquage. Un petit croche dans sa surface de réparation, c'est 1-0. Puis Messi de la tête. Mais moi, ce qui me fait halluciner, c'est que Messi... Tu le sens, là. Puis, tu sais, tu navigues avec les matchs en équipe nationale. Là. Il a marqué contre Angola la semaine d'avant. J'ai cette stats-là. 11 buts, 11 passes, Messi, à ses 7 derniers matchs. Mais non, mais... Tu sais, mon gars, c'est un extraterrestre. Moi, j'ai souvent dit, il vient pas de ça. C'est ça la différence avec Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, c'est le cousin extrême et extraordinaire que tu n'as jamais eu. Mais tu dis, c'est un être humain qui s'est poussé à son maximum. Lionel Messi, c'est quelqu'un qui vient d'une autre planète. Puis je pense d'ailleurs, Fred, Théorie du complot, est revenu. Oh. Puis à la fin, dans le reportage de Apple TV, il y a un gars qui tient un maillot ou une pancarte de Messi, je sais pas trop. Puis il est comme... Tu checkeras, je pense qu'il y a 6 doigts. Le gars? Ouais. Ou c'est Messi? le gars de sa planète. Il va-tu jouer pour Roswell FC dans pas long? 1 but, 3 passes. Non, mais c'est... Puis moi, ce qui me fait halluciner, c'est à quel point... Puis Messi, là, dans 20-30 ans, on va se rappeler de toutes ces... son but pour l'Argentine, son but avec le Barça où il passe, il est côté rapproché, puis il passe à travers 5, si c'est pas 6 adversaires, puis il marque. Il a marqué des buts phénoménaux, mais la quantité de passes décisives qu'il a offert à des gars qui étaient juste joués dans le bon tempo, c'est des passes, je suis désolé, là, c'est des passes faciles, entre 2 joueurs, en profondeur. Mais pour te retrouver là, avec de l'espace, pour avoir spoté le gars, pour être capable de donner dans le bon tempo, pas trop profond, pas trop court non plus, je veux dire, c'est tellement facile pour lui, ça me fait halluciner. Tu sais, c'est des choses qui peuvent paraître évidentes, mais j'essaie de dire ça à mon jeune fils, notamment. Une bonne passe, là, c'est pas nécessairement une passe qui traverse 3 jambes, puis qui courbe, puis... une bonne passe, c'est de l'envoyer sur le bon pied, permettre à l'autre d'être orienté. Puis toi, tu le sais plus que moi, t'es informateur, là. Puis c'est même chose au hockey. La différence entre la Ligue nationale puis la Ligue américaine aussi, c'est que la passe est sa palette ou est sur le bon côté. Puis pas juste ça, c'est qu'elle t'envoie un message. Oui, en plus... Tu sais... Parce que lui, là, il a compris ce qui va se passer dans 2 passes, right? Puis souvent, le gars, surtout en MLS, là, le gars à qui tu vas le donner, c'est un bon joueur de ballon, mais il est pas... c'est pas Suarez à l'époque du Barça. Mais Messi, quand il t'envoie un ballon, tu sais ce que tu es supposé faire. Tu sais s'il faut que tu la gardes, tu sais s'il faut que tu tournes, tu sais s'il faut que tu la remettes. C'est fou, là. Puis c'est dans toutes les subtilités de comment tu donnes le ballon, parce que c'est pas un ballon que tu donnes, c'est un message que tu envoies, c'est un cadeau que tu envoies. Tu sais, puis ils ont pris, c'est une équipe, Cincinnati, moi je trouve qu'ils, ça va être gros ce que je vais dire, ils sous-produisent un peu offensivement. Cincinnati? Ouais. Cette année, à chaque fois que je les ai vus, j'ai comme aïe, ils ont bien, puis ça se voit aussi, ils ont plus de power qu'ils ont de statistiques, tu sais. Mm-hmm. Ils font plus peur que ce qu'ils ont, franchement, parce qu'ils pourraient détruire cette ligue-là avec leur trident offensif qu'ils avaient notamment. Ils sont en place défensivement. C'était une de leurs grandes qualités, puis Messi est passé à travers par sa rapidité d'exécution puis sa rapidité de pensée. Puis souvent, en fait, les buts, 2 des 4 buts, je pense, c'est des ballons qui sont derrière la défense. La ligne est très haute aussi. Directement, exactement, dans la foulée, le gars, il n'a pas arrêté. Allende n'a pas arrêté. Il continue exactement ce que tu veux dire. Puis je compare à Denis Bouanga, qui lui est peut-être meilleur déjà qu'un Allende dans le match LAFC Vancouver. On va y venir, là. Mais il y a une contre-attaque. Le ballon, il est juste un petit peu derrière. Ça le ralentit. Ça le ralentit 100%. Juste un petit peu. Mm-hmm. Mais à ce niveau-là, particulièrement, Bouanga l'a repris parce que c'est un gars techniquement hors norme. Ça, c'est le ballon qui frappe à côté de Takaoka à sa gauche, là. Ça donne une bonne chance de marquer, mais t'es pas en échappé. Ouais, je pense c'est ça la différence. Exactement. Parce qu'il est juste un petit peu derrière, puis il faut le regarder,
prendre conscience de ça parce que tu regardes sur le coup, tu dis, ça y est, il est lancé. Non, il est juste un petit peu. Puis ça, là, c'est un monde. Puis dans le cas de l'extraterrestre Messi, il y a un univers de différence, c'est sûr. Une galaxie de différence. Puis c'est ça aussi, parce que je pensais, tu viens de dire, on va se rappeler de ses dribbles, on va se rappeler de ses coups francs, puis il est hors norme là-dedans, mais il est aussi dans la rapidité de pensée puis d'exécution, mon gars, là. Il est hors norme. Puis on est chanceux de voir ça encore à 38 ans. Puis tout le monde, puis naturellement, il y a des gens qui vont dire « Ah, la MLS ne savent pas défendre. » Non, il a fait ça toute sa vie. Oui, peu importe le championnat. Hey, moi, je l'ai vu, je l'ai décrit, puis c'était un des regrets professionnels, j'ai décrit ses 5 buts. On était-tu ensemble? Les 5 buts de Messi, c'était un record de Ligue des champions à ce moment-là. En Ligue des champions. Ouais. Puis le 5e but, plutôt que de le célébrer puis de faire « Wow, c'est extraordinaire », on assiste à l'impossible. Un autre. J'étais blasé parce que c'était tellement extraordinairement facile pour lui. Je suis assez content je suis assez content de pouvoir le voir ici. Puis de le voir à Montréal, puis de le voir dans une ligue où Montréal joue. Mais tu dis, là, parce que si ça avait été il y a 7 ou 8 ans, certainement il y a 10 ans, là, mais même il y a 7 ou 8 ans, la MLS n'était pas rendue à un point. Tu aurais pu être Eurosnob puis dire « Ah, ben, tu sais, la MLS n'est pas au niveau de... » Trouve-moi un championnat qui a été au niveau de Lionel Messi. Non. Quand Messi était en santé, quand Messi roulait. Oublie ça. Puis tu te retrouves avec un gars qui, oui, est là à 38 ans, mais c'est dans comment il anime tout ça. C'est vrai qu'il y a des partenaires de jeu qui sont un brin pas pire, mais le gars joue, c'est le cliché, là, il joue aux échecs pendant que tout le monde joue aux dames. Il est en train, il prépare ses coups. Il joue aux échecs pendant que tout le monde joue au dard. Ouais, un peu. Hey, d'ailleurs, Luis Suarez sur le banc, chapeau, quand même. Je comprends que c'est fait suspendre, là, puis... T'as super raison. Le contre-argument, c'est que c'est assez... me semble que c'est assez clair à ce moment. Oh, mais il faut que tu laisses cette conversation-là. Pour moi, puis il y a encore du monde qui s'obstinerait avec moi, pour moi, à l'époque, en termes de performance, puis je sais que c'est un sacrilège de comparer ces deux-là en termes de carrière, c'est pas ce que je fais. Je les compare, par contre, en termes de forme puis en termes de contribution. À l'époque, Matteo Mancosu, Didier Drogba, moi, je comprenais Mauro Biello d'y aller avec Mancosu. Il y avait plus de vie, tu avais besoin de prendre la profondeur, puis j'ai eu l'occasion d'interviewer Mauro l'année passée, puis il m'a dit, c'est ce que j'ai expliqué à Didier, là. Moi j'ai besoin de quelqu'un qui prend la profondeur, c'est pas ton profil, c'est certainement pas ton profil à ce stade-ci de ta carrière, donc je vais t'utiliser comme remplaçant. Mais il faut que tu aies le guts de faire ça. Puis là, la dynamique, là, pourquoi Javier Mascherano est coach de cette équipe-là? Parce qu'il est chummy. Il est chummy. Puis pourquoi Suarez est là? Il est chummy. Fait que là, tout le monde est chummy, mais à quelque part, il faut que tu aies une conversation, avec toi-même, si t'es Mascherano, pour dire Suarez, il faut le mettre sur le banc. Puis 2, tu penses-tu que Messi, il signe pas en bas de la feuille pour cette décision-là? Tu prends pas ça rogue tout seul, puis 20 minutes avant l'échauffement, tu dis Suarez, je joue pas. Ouais. Ça veut dire que Lionel Messi, si tu perds à bord de ça, ouais, mais Messi n'a pas signé en bas de la feuille. Non, mais ça, c'est impossible. Mais ce que je veux dire, c'est que Messi, là, il a un mindset de killer. Là. Mais c'est ça mon point. Moi, je gagnerai peut-être pas la MLS Cup. Il veut gagner. Ouais, mais il est capable de dire « Hey, mon ami, je suis content que tu sois venu ici jouer avec moi. Là. On a du fun. Mais la coupe, là, je veux la soulever. Je veux que toi, tu puisses la soulever. Mais entre toi et moi, on a plus de chances de la soulever si tu es sur le banc. Hey, tu dis ça à Suarez, un de tes meilleurs chums, qui est venu en MLS pour jouer avec toi. Puis tu signes en bas de la feuille pour dire... Je suis d'accord, il est mieux d'être sur le banc. Parce qu'il était vraiment... Oui. C'était chummy jusqu'au bout. Tu ferais ride or die. Là. C'est ça. Mais c'est nous autres, on va gagner ensemble ou on va perdre ensemble. Là c'est ride, mais... Non, c'est comme, on va gagner. Toi, t'es shotgun, là, parce que c'est si moi on qui va chauffe. gagner, c'est ça. Tu seras là. De toute façon, conducteur désigné. Ouais. Il buvait-tu sur le banc? Suarez, conducteur désigné. Je sais pas. Écoute, mon gars, si tu as une bonne soirée, Suarez, conducteur désigné. Ouais. C'était un T-shirt, ça. Pour une bonne soirée, Suarez, conducteur désigné. Vancouver? Non, attends, avant, juste deux choses. Tu parlais de Cincinnati, jouer là-bas. C'est pas... c'est intimidant. C'est pas plus intimidant nécessairement qu'ailleurs. Mais c'est difficile, ben, OK? Quand il y a les derbies avec... c'est ça que j'allais dire. Quand il y a les derbies avec... ouais. Top, hein? Puis ça, là... Puis bravo aux partisans de Cincinnati. Parce que, 1, ça paraît bien pour la visite. Puis 2, c'était juste le fun...
en tant que téléspectateur, là, puis même si j'avais été spectateur, ça aurait été aussi le fun, sinon plus. Pour situer les gens, le tifo, ils avaient fait une décalque de leur trident offensif, mais juste avec en silhouette, avec leurs numéros. Denke, Brenner, puis Evander. C'est top. Puis ça mettait... Moi, je trouvais que, en le regardant à la télé, ça mettait une bonne ambiance. Puis Messi, 1 but, 3 passes, Messi, vous êtes éliminé. Ouais. Merci d'avoir contribué à ça pour nos séries. D'ailleurs, au premier but, c'est niaiseux, mais ça, c'est l'enfant en moi. Dans le champ de la caméra, il y a un gars qui, tu sais, Messi marque, puis là, tout le monde le regarde un peu avec dédain, partisan de Cincinnati. Il y en a un qui fait chou, tu sais, par en bas. Je suis vrai, non, c'est pas ça qu'il faut faire pour vraiment faire monter le. Il y a c'est un autre doigt qu'il faut. Chou? Oui, c'est chou. Chou! Ouais. C'est pas très intimidant. C'est ça. En même temps, je veux pas non plus. Le mauvais doigt, j'essaie d'apprendre à mes enfants de pas le faire. Fait que, bon. Et puis, la dernière affaire que je veux dire. T'as-tu un deuxième enfant que je connais pas? Ou? Je me suis échappé. J'espère que ma blonde n'écoute pas. Mais parce que ça prend un village, tous les enfants, toute la communauté, ce sont mes enfants. Laissez venir à moi. Evander, il était poche. En même temps... Parce qu'il est tellement bon. En fait, je veux juste... Il est tellement bon dans l'année. Puis je sais pas si les gens qui nous écoutent l'ont regardé assez. Depuis Portland, si Messi n'était pas dans la ligue, je pense... Ce serait lui. 2 joueurs par excellence de suite, ça aurait pu être lui. Tu sais, dans les Revolving Door ou les AC, mais il était poche. Mais moi, c'est drôle hein, parce que je me demandais après ce match-là, Pat Noonan, quand tu lui parles d'Evander, son arrivée, c'était la même chose avec Phil Neville à Portland avant qu'Evander soit transféré à Cincinnati. Tout le monde dit il est exceptionnel. Des fois, il essaye d'en faire un peu trop. Tu sais, Pat Noonan disait, il faut qu'il arrête de redescendre sur le terrain. Puis quand tu veux redescendre, c'est parce que tu veux toucher au ballon. En fait, tu veux toucher à tous les ballons. Puis ça, c'est le bon côté. Le syndrome du sauveur aussi, non? Ouais, puis aussi, tu joues un peu pour toi, tu sais, pour te sentir bien. C'est pas nécessairement égoïste, mais c'est pour te sentir bien. Te mettre dans le rythme du match. Exactement. Mais c'est là où il faut que tu sois, où ça paye quand tu es un gars comme Evander. Là où je veux en venir, c'est... Tu sais, il n'est pas vieux. Un match comme celui-là, tu sais que tu affrontes Messi. Tu sais que tu as des gars d'expérience d'impact. As-tu déjà dépensé trop d'énergie ou as-tu déjà joué ce match-là avant que ça commence puis finalement tu sors flat, surtout quand tu vois... Parce que le but de Messi il a été marqué quoi, à la 14e, 15e? C'est tôt, là. C'est tôt. En même temps, à la mi-temps, c'est 1-0. Je comprends, mais tu sais, tu commences à te mettre trop de pression puis tu veux surjouer un peu. Je sais pas. C'est pas le feeling que j'ai eu pendant le match, mais en voyant à quel point il n'a pas été un facteur, je me suis dit, j'ai eu ces paroles-là là, de ces 2 derniers coachs à Evander. À quel point tu l'aimes, Evander? Si tu compares, là, j'essaie de voir d'autres 10 dans la ligue. Non, mais il est exceptionnel. Ouais. Tu le prends-tu dans ton team? À Montréal? Non, mais pas à Montréal, dans ton team figuré. Là. Ouais, mais ça te prend du gros leadership, je pense, autour de lui. Parce qu'il va être ton leader technique, un peu comme Piatti. Je pense pas qu'il va être ton leader tout court. C'est pas lui émotif et... Non. Puis je pense que tu as besoin de ça. Puis peut-être encore plus dans la salle des machines, en arrière de lui, là, pour lui dire, regarde, reste où ça paye, là. On va te nourrir ou tu as besoin d'être décisif, d'être tranchant. Fais ta job, on va s'occuper de te mettre en valeur. Un bon vieux Roy Keane. Sais-tu? Roy, tu l'as aimé, hein? Mais je le réaime. Mais moi aussi, je l'ai aimé, mais je l'ai pas côtoyé comme toi. Dans un bien meilleur chapitre. Depuis qu'il a commencé à faire les podcasts. Exactement. C'est la Revival. 100%. Parce que, te rappelles-tu du documentaire avec lui et Patrick Vieira? Oui. Écoute, moi, à ce moment-là, je me suis dit, là, let it go, là. Moi, j'étais le premier. Là. Je détestais Arsenal, cette génération-là, Vieira, Henry. Les Invincibles. J'étais là en 2003. C'est cette année-là qui gagne à Manchester United, si je ne me trompe pas. J'étais à Old Trafford quand Sylvain Wiltord marque puis donne le titre à Arsenal à Manchester. Puis, tu sais, c'est la grande rivalité. Là. Les plus jeunes s'en rappelleront, l'auront pas vécu parce que depuis 2013, c'est compliqué avec United. Attends, pour les plus jeunes, là. Manchester United était bon à l'époque. Même très bon. Était intouchable. Mais, ouais. Non, tu sais, genre, bon, Real Madrid, mais là, non. Ils sont bons, mettons, Nashville, mettons. Puis
C'est encore drôle, là. Ça va bien. Je pense que tu aurais plus de fun au Geodis Park qu'à Old Trafford des fois. Mais là où je vais en venir, c'est qu'ils ont fait un documentaire. Allez le voir si vous ne l'avez pas vu. Qui assoient, ils sont dans une shop à quelque part, là, dans un warehouse. Puis c'est Vieira puis Roy Keane qui sont assis puis qui se remémorent. Mais Roy Keane est amer. Hey, c'est 15, c'est pas 20 ans plus tard. Là. Encore super amer. Puis tu sens que Patrick Vieira, lui, il avait lancé sa carrière de coach. Puis il avait grandi. Là, il était passé à autre chose puis il avait pris de la maturité. Roy Keane était encore les deux mains dedans. Mais là, lui, Jamie... Tu sais, pense à ça, là. T'as lui... Ian Wright, Gary Neville, puis Jamie Carragher. Avec c'est Jill Scott qui est avec eux autres. Mais d'avoir réussi à asseoir ces gars-là ensemble, premièrement, c'est très 2025. Là. Bravo, puis Sky ont fait un gros travail avec ça. Quand tu as des matchs Liverpool-United avec un descripteur puis deux analystes, moi je suis pas fan de deux analystes dans la vie, mais quand les deux, c'est Jamie Carragher puis Gary Neville, c'est phénoménal. Puis les anecdotes qui sortent de ça, c'est du bonbon. Puis t'as raison, Roy Keane, moi, je l'apprécie comme je l'appréciais dans le temps avec... Puis c'est qui donne le ton? Moi, je trouve que c'est Gary Neville qui donne le ton. Ouais, mais c'est lui. Par son humilité, c'est lui. Mais sauf erreur, il y en est propriétaire de ce podcast-là. Gary Neville, c'est une machine en affaires. Là. Puis il y avait The Overlap, qui était son projet, si je ne me trompe pas. Puis ça, Stick to Football, je suis pas mal certain que c'est son produit à lui aussi. Mais tu as raison, c'est lui qui tire les ficelles. Même c'est le producteur ça, de show. Parce que son ego aurait pu... je ne dis pas qu'il laisse de côté, je pense que son ego est là. Mais de façon... Moi, quand je l'écoute, de façon saine. Mais il connaît sa place, là. Mais hein? Hey, quand ils sortent leur chèque de paye, je sais pas si tu as vu, là, ils ont sorti leur chèque de paye dans le temps. Là, United? Puis là, ils découvrent. Puis là, il entend que Scholes avait eu une offre pour... Des fois, ils rendent Paul Scholes intéressant. Non, il est super. Il est intéressant, mais c'est parce que divertissant. Faut que tu le connaisses. Ouais. Mais tout ça pour dire, t'as Neville qui dit ah ouais, toi, Roy Keane, t'étais sur 2 ou 4 millions par année. Moi, j'étais sur 1,4. Puis Keane, il dit « Ouais, mais moi, j'étais bien meilleur que toi. » Non, la candeur, allez faire un tour. Si vous nous écoutez, nous autres, vous aimez les podcasts de soccer, allez faire un tour. Stick to Football, ça vaut la peine. OK, alors, j'ai un truc très podcast. Vas-y. Partez l'enregistrement pour les médias sociaux. Start la tape. T'es-tu prêt à prendre un pari? Qu'est-ce qu'il va avoir en premier au Canada? Le dernier que j'ai pris, c'était Lassie Lapalainen qui allait marquer plus que 12 buts. D'ailleurs, je te dois quelque chose. Ma clip, là, je recommence. Es-tu prêt à prendre un pari? Qu'est-ce qui va arriver en premier, OK? Une Coupe MLS au Canada ou une Coupe Stanley au Canada? Parce qu'il reste 2 matchs à Vancouver. Puis je suis allé sur FanDuel, je sais pas si c'est un commanditaire, non. Je suis allé sur un site de paris sportif. Il y a du montage à faire. Je suis allé sur un site de paris sportif, mon gars. La meilleure chance, c'est Edmonton. Je pense que c'est la 8e meilleure cote pour la Coupe Stanley. Après ça, là, tu parles 6e. Non, 6e. Tu parles pas du FC, là. Non, Edmonton Oilers. Les Winnipeg Jets, 9e. Puis après ça, je pense que la 12e meilleure cote de Paris, ce sont les Maple Leafs de Toronto qui vont tout croche pendant les temps qui courent. Fait que, si tu avais à choisir, tu prends-tu les Whitecaps cette année ou le field, le champ en NHL? Pas de trophée, là. En termes de odds, si tu joues les odds, tu y vas avec les Whitecaps. Il reste 2 games. Hein? Il reste 2 games. Ben oui. Puis tu reçois la finale? Oh, c'est une... Ils ont fini... oui. Bon. Ils ont fini 2e, à moins qu'il va y avoir San Diego, techniquement. Ah, on est enregistré le 24 novembre, journée de la mort de Jimmy Cliff, mais aussi San Diego n'est pas passé. C'est San Diego, Vancouver... Ah non, c'est ça. Mais c'est à Miami. Miami a fait plus de points que Vancouver. Ah, ouais. Ouh. Ah ouais, hein? Non, Whitecaps quand même, il y a un buzz. Là. Écoute, que tu aies gagné ce match-là de cette manière-là, pour ceux qui n'ont pas vu, là, tu mènes, tu coastes. Là. C'était une victoire au tir au but après prolongation. Qui était pas supposé. C'était 2-2. Mm-hmm. Mais c'était 2-0 à la fin, Whitecaps. C'était 2-0 à la mi-temps. Les Whitecaps avaient dominé la première mi-temps. Deuxième mi-temps, LAFC est revenu. Carton rouge à la 90e, je Tristan pense. Blackman. Pendant la prolongation, il restait... au moins une dizaine de minutes, une quinzaine de minutes. Il y a un défenseur qui se blesse. Ça joue à 9 contre 11. LAFC
frappe 3 barres transversales ou 3 poteaux, bref. Sur la même séquence. Sur la même séquence, réussissent pas à marquer, on s'en va au tir au but, puis c'est Vancouver qui l'emporte. Avec Son Heung-min qui rate en plus. Qui frappe le poteau. En même temps, OK, c'était tard, je me suis couché, puis j'ai écouté la deuxième mi-temps le lendemain. Mais j'étais un peu en tas. Parce que quand je suis allé me coucher, j'ai fait c'est bon, c'est réglé. Pas besoin d'écouter de la deuxième mi-temps pour si je peux en parler. Vancouver joue. Vancouver dominait, mon gars. Ouais. En passant, peux-tu dire, Cherundolo s'en va, là, mais on pourra appeler Marc Dos Santos. Depuis, ça fait plusieurs années. Là. Puis là, c'est sûr que Marc a une réponse, puis... Mais LAFC, là, ça joue bien mieux en back 4 qu'en back 3. Hein. Quand t'as 4, ça joue bien mieux depuis de tous les âges. Quand ils se font battre, ils sont souvent à 3 derrière. Il y a comme ils ont une envie de poupou, de mettre 3 gars derrière. Je sais pas pourquoi à chaque fois. Ben, je comprends un peu pourquoi, mais à chaque fois, puis ils repassent en 4. Bref, je pensais à toi aussi en première mi-temps, parce que j'ai dit c'est réglé, j'ai mes notes. Il y a tellement de joueurs intéressants qui sont devenus intéressants à Vancouver. Puis t'en as combien qui sont des stars? Mais encore, t'en as combien qui étaient déjà là, qui n'étaient pas intéressants? Comme qui? Mais Andrés Cubas, ça a toujours été un bon petit joueur. Mon gars, il a connu une première mi-temps, un monstre en milieu de terrain. Il est hors norme. Berhalter, bon, tu vas dire, il se développe, mais en même temps, il est là depuis 2-3 ans. Il a décollé. Là. Il est milieu de saison dernière. Laborda, que j'ai toujours aimé, c'était un bon petit joueur, mais c'était un filler. Tu le faisais jouer défenseur central, défenseur latéral droit, milieu de terrain. Il jouait un peu n'importe où. Ali Ahmed, qu'on connaît au Canada, mais qui a une expression cachée les enfants. Là, il a pissé sur son défenseur devant lui. Là. C'est toi qui me dis ça souvent, mais il te l'a détruit en première mi-temps. D'ailleurs, j'étais surpris que Palencia reste le défenseur devant lui, parce que je me suis dit, il prend tellement l'eau, je l'aurais sorti à la 30e minute. Puis, c'est officiel, là, c'était officiel, mais là, il faut... Takaoka, c'est de loin le meilleur gardien de but, balle au pied. Cette année, j'ai vu faire des trucs... On parlait d'extraterrestres, là. La passe pour Sabi. Mon gars. Mais cette année, on en a déjà parlé dans un podcast aussi, je pense. Il fait une passe, là, à ras le sol au milieu du terrain, mais dans le rond central. Je l'ai vu faire des trucs comme ça, hors norme, là. Mais la passe de Sabi vient confirmer tout ça en un instant, mon gars. Bref. Je t'ai dit ça. Ces joueurs-là, on les connaissait. En fait, c'est ça que je veux aussi mentionner. Parce que je développe un amour pour Jesper Sorensen. Parce que c'est quoi la réponse? Pourquoi ces gars-là sont soudainement devenus extraordinaires alors qu'ils étaient 3-4 ans? Bon, il y a une question de développement. Là. C'est des gars qui sont encore jeunes, qui sont peut-être qui arrivent à maturité, au pic de leur carrière. Mais ils sont extraordinaires. Puis on parle de Berhalter. Ils sont extraordinaires, je pense, avec Sorensen. Puis Berhalter... Mais la seule chose, par contre, parce que je suis d'accord avec ce que tu dis, la donne qui change, c'est Sorensen. C'est un peu ça que tu veux dire? À mon avis, en fait, de l'extérieur, c'est la seule chose que je peux voir. Qu'est-ce qui est différent par rapport aux années précédentes avec plus ou moins les mêmes joueurs? Bon, tu dis qu'il y a d'autres joueurs. Puis Müller, je le compte pas parce qu'il est arrivé en fin de saison. Non, puis il y avait déjà un rythme pris. C'était une équipe qui roulait bien. Sans Ryan Gold. Et Brian White, souvent. Puis ça, on parlait tout à l'heure de Evander. Là, si j'avais à choisir entre Evander et Ryan Gold... Ryan Gold. Toi, tu prendrais Ryan Gold, j'allais dire, moi, j'ai dit 50-50. Non, moi, c'est même pas proche. Ah ouais, ben c'est ça. À cause du leadership de Ryan Gold. Tu fais mon point mieux que moi. C'est-à-dire qu'il est top, Ryan Gold. Mais là où je veux en venir, c'est qu'un peu comme Philadelphie, qui se fait éliminer là, en demi-finale de conférence, mais qui a été très, très bon cette année. Oui, c'est Bradley Carnell, mais parce que c'était Jim Curtin qui était là avant. Si c'est un gars tout croche, qui coach tout croche, moi, je pense que tu n'as pas la base pour faire ce que Sorensen... Vanni Sartini, bref, je pense qu'il faut lui donner du crédit. Bon, il est parti. De toute évidence, c'était un bon move de la part des Whitecaps d'y aller avec Jesper Sorensen. Il a bêché le terrain avant Claude Plante. Ah, mais mieux que ça. Tu sais... Lui, il a planté la haie, il a fait pousser la haie, puis l'autre est arrivé comme Edward Scissorhands, puis il l'a façonné. Là. Mais si t'as quelqu'un d'autre que Vanni Sartini... Bref, regarde, je vais donner un exemple plus concret là, avec nous. Là. Si t'as Hernan Losada ou Laurent Courtois pour construire ce que Jesper Sorensen prend à son arrivée, t'es pas là.
t'es pas là. Il y a quelque chose qui a été construit sous Vanni Sartini. Cette équipe-là a cru en son projet, puis je pense que tu as été capable, en faisant des ajustements, d'ajuster justement des trucs qui ont été le point de bascule. Mais je me souviens, il y a 2-3 ans, quand Vanni Sartini... Puis tu as le club aussi. Le message que le club a envoyé sous Vanni Sartini, en allant chercher des gars. Quand on est allé chercher Richie Laryea en prêt, c'est il y a 2 ans, on est allé chercher... À Vancouver. Oui, à Vancouver. Ouais. Ben, il était avec Toronto. Après ça, il est techniquement retourné à... Fait une petite pige à Vancouver. North Forest, puis il est revenu pour la fin de saison. Mais ça, c'était un moment où tu as des gars qui sont partis, puis Cordova, entre autres. Puis le club a envoyé un message de « on les remplace là. On n'entend pas à la fin de la saison dernière. » Puis je pense que c'est ça qui a donné un momentum à un groupe qui s'est dit « OK, le club, ironiquement, c'est pendant que la pancarte à vendre est dans la porte, là, mais le club est prêt à investir et à remplir le vestiaire quand il y a des gars qui partent, ce qui est inévitable. » Puis je pense que ça, sous Sartini, ça a été un gros facteur aussi. Est-ce que... J'aime beaucoup ce que tu dis parce que moi, j'insiste souvent, un entraîneur succède à un autre aussi. Autant en tant qu'entraîneur, il faut que tu saches... Exactement. Il faut que tu saches dans quoi que tu t'embarques, mais c'est une culture que tu reprends. Tu n'arrives pas à zéro, là, puis soudainement, tu as une nouvelle équipe, un nouvel entraîneur. Tu arrives dans un endroit avec les ruines ou justement les bases de quelque chose. Ça enlève-tu mon point? Ma question... C'était poétique, ça. Oui, hein? C'est bravo. Ma question, ça enlève-tu ce que tu viens de dire? Est-ce que ça mitige le succès de Sorensen ou zéro. encore? Zéro. Ouais, parce que moi, je suis... Non, puis Bradley Carnell, c'est 100% lui. Je dis juste que c'est 100% lui en suivant l'autre. Parce que dans les principes de jeu aussi, je regardais... Tu sais, je me disais... Des fois, je fais ça, c'est tiré du basketball, d'émissions que j'écoute en basketball, c'est-à-dire, quelle équipe... un soir de semaine ou quelle équipe, quand j'ai rien à faire, j'ai le goût de regarder. Quand je peux regarder toute la ligue. Le coup de Columbus a toujours été premier dans ses principes de jeu, dans sa façon de faire. Depuis Nancy. Depuis Nancy. Ah, mais même Berhalter, même dans le temps. Berhalter avait quelque chose d'agréable aussi. Sorensen n'est pas loin aussi. Il y a des valeurs sensibles. J'en ai parlé, j'ai fait quelques appels à Columbus à savoir c'est quoi votre lien de parenté. Il y a un désir, c'est une variation sur la possession. Je pense pas que c'est si proche. Tu sauras me le dire, tu es plus sophistiqué au niveau technique que moi. Mais moi, ce que je vois, c'est... Sorensen demande du courage à ses joueurs. Je vais prendre le mot anglais, il y a un empowerment aussi envers ses joueurs dans le jeu. Regarde Ralph Priso, là. Ça se peut reprendre un gars de Toronto puis qui joue bien aussi. Hein? Ils l'ont fait. Écoute, Ralph Priso en défense centrale. Mon gars, une équipe qui s'en va en demi-finale. Ces gars-là jouent vers l'avant, sont réalistes aussi, prennent leurs responsabilités, on grandit en confiance et en charisme aussi. Je vais faire le point sur Berhalter. Sébastien Berhalter doit autant à Sorensen que Alistair Johnston et ou Ismaël Koné doivent à Wilfried Nancy. Vanni Sartini un peu aussi. Ou peut-être. Ça a commencé l'an dernier. Oui. Non, mais il est devenu... Non, il l'a pas inventé. Il est devenu une star. Là. Mais Johnston, Nancy ne l'a pas inventé, mais il l'a... T'as raison. Il l'a débridé. Il lui a enlevé son break à bras ou ses petits trous. Pas juste ça. Jesper Sorensen, il fait ça sur... Puis là, je parle du spectacle télévisuel. Historiquement, là, ça veut pas dire que les Whitecaps étaient plates. Mais historiquement, regarder un match au BC Place, c'est lent. Ouais. T'as l'impression que, t'es un peu... C'est comme regarder du soccer de plage. Là. T'as des affaires excitantes, mais les gars, quand ils se déplacent, ça a l'air d'aller moins vite que sur d'autres terrains. Puis ils sont même pas en bikini. Non. Tu joues au soccer de plage en bikini, toi? Non. C'est sûr que ça vire mal, cette histoire-là. En tout cas. Ben, tout ça pour dire... J'aime la fesse... offerte quand on joue. Le sport de plage, moi, j'aime la fesse offerte. La fesse offerte. OK. OK. Rappelle-moi de jouer au PC Place dire non quand tu m'invites à une game de soccer de plage. Je pense que tu aurais du succès. Je t'ai vu le... Ça se pourrait. Je t'ai vu le galbe. Mais tout ça pour dire, ça va beaucoup plus vite. Mais c'est justement parce qu'il demande à ces gars d'être courageux, il demande à ces gars de prendre des risques, puis à un moment donné, tu envoies des bombes, comme tu as fait à Sabi, puis tu dis à tout moment, il y a quelque chose qui peut débloquer, puis c'est pas le feeling que tu as eu, que tu as toujours eu, disons-le comme ça, avec des matchs au BC Place. Bravo, mais quand on parle de style de jeu,
Puis on a déjà eu cette discussion-là, puis ça va pour Montréal, puis ça va pour n'importe quel marché. Est-ce que les partisans... Est-ce que tu serais... Puis tu sais, c'est ça. Montre-moi un beau style de jeu, je vais te montrer une équipe qui gagne. Est-ce que tu serais capable... Est-ce que Vancouver serait aussi intéressant? Est-ce que, mettons, prenons le Crew Columbus parce que c'est très, très marqué, d'accord? Est-ce que les partisans sont aussi fiers de leur équipe cette année qu'ils l'étaient l'année d'avant? Puis l'adhésion à cette équipe-là. Parce que moi, tu parles de Vancouver, j'ai le goût de les regarder, puis j'ai le goût qu'ils aillent au bout. Il y a une autre équipe, San Diego, c'est une équipe aussi, c'est une autre variation sur la possession. C'est dans le dernier tiers que c'est différent, je pense, San Diego. Puis le Crew, encore cette année, même s'ils ont perdu, même s'ils ont fait des erreurs mentales par moment, c'est des équipes que j'aime regarder. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que tu préfères regarder ça ou regarder une équipe qui gagne? De façon pragmatique. Est-ce que c'est encore un débat? Ben, c'est pas un ou l'autre, là. L'équipe qui gagne, es-tu plate? Ou l'équipe qui gagne, elle joue juste différemment? Philly, étais-tu plate? Je suis pas un gros fan de Philly, style de jeu. C'est pas plate. Non? C'est pas plate. Moi, plate, là, c'est tu parques l'autobus, puis tu garoches en avant. Mais si tu es une équipe là, qui est capable de bien jouer le contre, ça va à 200. Puis jouer le contre, ça veut pas dire que tu te recules nécessairement. Là. Tu peux mettre de la pression, tu peux... Moi, je suis pas... Puis de toute façon... 34 matchs de Philly ou 34 matchs de Vancouver? Pour le plaisir, uniquement. Oui, mais c'est parce que tu me demandes... Moi, je suis pas capable de juste te répondre comme un technicien là, quand tu me dis ça. Moi, c'est Vancouver parce que c'est un attachement à un club canadien. C'est parce que tu as justement des gars comme Ryan Gaul. Tu as un Brian White qui était... il s'en allait vers une carrière de journeyman en MLS. Il allait se promener. Là, c'est un gars qui allait faire une carrière peut-être pas comme Kai Kamara parce qu'il marquait pas autant. Là, mais il allait se promener d'un club à l'autre pendant des années. Il devient probablement le gars le plus sous-estimé de la Ligue. Ça, c'est l'affaire du champ gauche. Hein, parce que Brian White, moi aussi, j'étais sûr que c'était... Ceux qui connaissent la MLS, c'est Tom Barlow. Ben, Tom Barlow, c'est un autre gars des Red justement. Bulls. Ouais. Il est rentré 26 fois cette année, je pense. Le joueur qui est rentré le plus souvent du banc. Il a marqué une. Puis il devient, chez Brian White, là, un des meilleurs marqueurs de la Ligue. Je veux dire, comment? Dans quel univers? Tu as des internationaux canadiens aussi, tu as des jeunes. Sebastian Berhalter, moi, c'est un gars, ça me parle beaucoup. C'est un genre de Will Trapp. Puis c'est ce qu'on parlait tantôt du Crew de Columbus. Will Trapp qui est au Minnesota. Meilleur. Berhalter? Oui. Will Trapp était meilleur plus jeune que lui. Là. Il faisait partie des meubles à Columbus plutôt que Berhalter a fait partie des meubles. Okay. Puis il était dans son club formateur. Là. Berhalter, il s'est promené, là, il est passé par... Il disait même, là, quand j'étais à Austin, j'ai failli lâcher, là, je trouvais que j'étais le pire joueur de cette équipe-là. Des fois, je me demandais qu'est-ce que je faisais à être un joueur professionnel. Tu passes de ça à international américain qui marque, je sais pas si tu as vu le but, là, son but est phénoménal. C'est un coup franc, là, mais c'était super. Il va-tu à la Coupe du Monde, d'ailleurs? Parti comme c'est là, tu peux pas t'en priver. Puis il est super intelligent. C'est un genre de Mathieu Choinière là, que tu peux utiliser dans un paquet de situations. Pour moi, oui. Berhalter se ramasse à la Coupe du Monde. Puis il y a ce côté émotif. On parlait de Evander aussi. Hein? 100%. Tu sais, tu veux pas 11 Berhalter, mais t'en veux 2-3 qui te mettent le feu à l'intérieur aussi. On est d'accord. On est rendu au bout de ce premier segment. Ceux qui en veulent plus, je suis sûr que... Absolument. Ceux qui ont écouté jusqu'au bout en veulent encore plus. Si vous voulez un deuxième balado, notre deuxième balado de la semaine, on va parler de quoi? Moi, je vais te parler des grandes figures du LAFC. On n'a pas fini de parler de ce match-là, Vancouver-LAFC. Je vais te parler de leurs deux grandes figures qui sont des outils marketing extraordinaires. Ça va vous permettre d'ailleurs de réfléchir. Le CF Montréal va pouvoir réfléchir à travers tout ça, peut-être? Oui, moi je veux continuer de te parler de Marc Dos Santos. Tu y as fait allusion tout à l'heure. Je veux te parler des séries parce que là, d'ailleurs, on a une suggestion. On prendra le temps de regarder quelques commentaires et suggestions qui ont été faites sur le compte YouTube de Plein Axe avec l'épisode de la semaine dernière parce qu'il y a une ou deux suggestions intéressantes. Je veux te parler de Marc. Je veux te parler de la réalité des séries post-changement de calendrier, parce que je suis curieux de savoir à quel point ça va changer, pas juste le flow, là, parce qu'on sait qu'il n'y aura pas d'interruption avec la fenêtre internationale qui scrape
tout le momentum que tu vas chercher en ce moment, mais dans le jeu, à quel point ça va affecter la réalité des séries. On s'en parle. KO-sport avec un S.tv. Allez vous abonner. On a très hâte de vous voir pour l'extra. On est disponible partout aussi dans les plateformes de balado-diffusion. Puis aussi, juste, si vous êtes encore là, téléchargez l'app, abonnez-vous aussi. Il y a des prix à gagner. La semaine dernière, on a fait tirer des billets pour le Rocket de Laval. Exact. Le Rocket! Pas de Francis Martin, là. Non. Francis Martin, il était pas devenu gourou aussi? Gourou? Ouais. Je sais pas. Rocket du soir au matin. OK. Voilà. Allez vers l'extra. Salut, là.